Alors, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'Extalk, le podcast où le droit sort de son cadre habituel. Pour ce deuxième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maître Philippe Leva, avocat dans le canton de Fribourg ainsi que lecteur à la faculté de droit à Fribourg en droit des obligations et en droit des contrats. Tout d'abord, merci d'être là aujourd'hui, Maître Leva. Merci à toi. Titulaire d'un LLM ainsi qu'avocat depuis plus de 25 ans, il est venu aujourd'hui nous parler de son parcours, de sa vision du droit et ainsi de son métier d'avocat. Donc merci encore d'être aujourd'hui ici. Donc d'abord peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être décrire votre carrière un peu dans les grandes lignes, votre parcours de juriste? Volontiers. Alors, j'ai fait mes écoles à Fribourg, ma scolarité. J'ai fait l'université de Fribourg en français. J'ai travaillé ensuite à la fin de mes études comme sous-assistant pour le professeur Véro en droit des obligations. Ensuite, comme assistant, mais sans vouloir faire de thèse, pour gagner un peu de sous. Et je suis ensuite parti une année à Munich. J'ai fait mon LLM à Munich. Retour à Fribourg pour faire mon stage d'avocat, brevet d'avocat. Et puis ensuite, j'avais envie de changer d'air. Donc, je suis parti 3 ans. J'ai travaillé comme avocat chez Schoenberg Wittmer à Genève. Et puis ensuite, c'est-à-dire en 2003, je me suis installé avec un de mes amis d'enfance, Christian Delaloy. On a ouvert l'étude en mars 2003. Puis c'est plus ou moins en même temps que j'ai travaillé comme lecteur aussi, c'est-à-dire fait des exercices avec les étudiantes et les étudiants de deuxième année en droit des obligations. Ok, sympa, sympa. Et est-ce que peut-être vous pouvez, pour nos chers téléspectateurs, dire un peu c'est quoi une journée type d'avocat? Genre, vous vous réveillez à 8 heures, qu'est-ce que vous faites un peu? Alors, c'est compliqué de parler de journée type parce Mhm. qu'il y a toujours des surprises. Ouais, Donc, si vous regardez votre agenda le dimanche soir, l'agenda de la semaine, ouais. pour savoir ce qui vous attend, la seule certitude, c'est que ça ne va pas se passer comme Comme... noté dans l'agenda. Ok. Donc, il peut y avoir des urgences dès que vous arrivez. La police vous appelle parce qu'un de vos clients a été arrêté, puis il faut tout de suite se rendre à son Mhm. audition. Un client vous appelle parce que il y a un article qui va sortir sur lui qu'il aimerait que vous réussissiez à faire interdire, parce que ça va porter atteinte à sa personnalité. Donc, il y a des urgences à gérer qui changent votre planning. Mais il n'y en a pas forcément tous les jours. Donc, je vais quand même répondre à votre question. Une journée type, je pense que c'est quand même, en tout cas, 60% de travail de bureau. C'est ça, ouais, franchement C'est-à-dire, ça. vous examinez le dossier, vous faites les recherches nécessaires, vous rédigez les courriers ou les mémoires. Ça, c'est quand même la majorité, 60-65% du travail. Et Ouais. puis le reste, c'est rencontrer les clients, discuter avec eux, c'est se rendre aux audiences, au ministère public, à la police, au tribunal, c'est se rendre sur un chantier parce que vous avez un dossier avec un défaut de construction, c'est se rendre sur une autoroute parce qu'il y a une reconstitution d'un accident de voiture. Donc c'est un métier extrêmement varié, mais qui comporte quand même 60% de travail à son bureau de recherche et puis de rédaction. Ouais, ok, je comprends. Donc il y a aussi tout un côté bureaucratique qu'on Ouais, voit un peu moins dans les films, etc., ou les séries ouais, comme Suits. Et exact. du coup, selon vous, ce serait quoi la grosse distinction que les gens se feraient en fait du métier d'avocat dans, dans leur imagination, contrairement à la réalité? Est-ce qu'en fait la grosse nuance que les gens ils devraient peut-être prendre en compte avant de faire avocat? Alors, si vous prenez Suits, hein, dont vous Ouais, avez parlé, il me semble que dans les séries, on donne l'impression que tout se joue au moment de la plaidoirie. c'est ça. C'est-à-dire que l'avocat, il passe son temps, ce qui serait bien, hein, au bar ou à s'amuser, et puis la nuit avant l'audience, il a un éclair de génie, Ouais. et puis au moment de la plaidoirie, alors qu'il s'apprête à perdre son procès, il a une idée, puis il gagne son procès parce qu'il a eu l'idée de génie à la dernière minute, parce que dans une série, il faut du suspense. Bien sûr. Et puis dans la vie réelle, en fait, la plaidoirie a une importance, mais c'est souvent pas là que ça se joue. Ça se joue en amont. C'est-à-dire qu'il faut bien rédiger vos mémoires, bien expliquer les choses quand vous expliquez la situation au juge. Il faut poser les bonnes questions à votre client. Il ne faut surtout pas poser les mauvaises questions. Donc si vous avez peur que votre client ou qu'un témoin réponde ce que vous ne voulez pas à une question, il ne faut surtout pas la poser. Donc pour moi, c'est ça, si vous voulez, la différence principale entre la série et La réalité. la vie réelle, c'est que dans la série, pour ménager le suspense, ben, il faut que tout se joue à la dernière minute. Ouais, Dans la vie réelle, ça se joue souvent avant. au préalable. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment dès que le dossier commence que vous devez travailler le mieux possible pour arriver relativement serein à l'audience. Et souvent, il n'y a pas, ça peut arriver, hein, mais il y a rarement des coups de théâtre en audience. Donc C'est ça, ça. c'est la grosse différence. Ouais.
Ouais, je Et puis, il comprends. faut travailler peut-être un peu plus que ce qu'on voit dans les séries. Ouais, bien sûr, ça je comprends tout à fait. Et du coup, justement, vous parliez d'audience. Du coup, ça fait à peu près plus de 25 ans que vous êtes Ouais, avocat. Est-ce que vous vous rappelez encore de votre première audience? Et si oui, est-ce qu'il y avait un petit stress lié à ces ouais, premières plaidoiries? ouais, il y a beaucoup de stress. Puis ce qui est drôle, c'est Ouais. que le stress, il est lié aux détails, en fait. Mhm. C'est-à-dire que où est-ce que je m'assois? Ouais. Est-ce que je reste debout? Est-ce que je dois dire monsieur le juge, monsieur le Monsieur le Président, président? Donc, c'est vraiment les petites choses au début qui vous stressent. Et puis ensuite, si on parle de la première plaidoirie, ben, déjà, c'est effectivement du stress. Et puis ça reste toute la vie en fait. ok. Encore maintenant, avant de plaider, je suis stressé, mais probablement que c'est positif. Mhm. Probablement que c'est ça qui C'est un peu donne d'excitation, l'énergie ouais. et puis l'excitation nécessaire pour bien plaider. C'est pas un exercice facile parce qu'il faut capter l'attention. Donc que les juges restent attentifs. Puis parfois vous voyez bien qu'il y en a un des deux qui vous écoute plus tellement Ouais. et puis qui a peut-être déjà son opinion et puis qui s'intéresse peu à ce que vous dites. Donc il faut parfois changer peut-être le juge que vous regardez. Il ne faut pas être trop long. Mhm. Il ne faut pas non plus être trop court parce que le client, lui, ben, qui a regardé les fameuses séries dont on parle, il est convaincu que beaucoup se joue à la plaidoirie. Donc par exemple, imaginons un procès que vous perdez, ben, peut-être que le client va vous faire des reproches, et puis si vous n'avez pas assez bien plaidé, il va dire mais pourquoi vous n'avez pas dit ça, pourquoi vous Ah. n'avez pas ajouté ça. Du coup, il y a une pression Donc, sur la plaidoirie aussi ouais, par rapport à la donc pression vous du client. plaidez pour les juges, parce que l'idée de la plaidoirie, c'est de convaincre. Hein. Et puis, mais vous plaidez aussi un peu pour le client, pour Mhm. lui montrer que vous avez fait le maximum. Moi, je me souviens d'une audience, par exemple, où je sentais que le juge était de l'avis contraire à celui que je soutenais, puis il me dit, mais maître, vous voulez plaider? Puis je me lève, puis je dis, oui, je veux plaider parce que j'ai l'impression que vous avez déjà décidé. Et puis là, j'essaye d'être le plus convaincant possible. Et puis, au fond, ce qui est merveilleux, c'est quand vous avez le sentiment d'avoir fait changer d'avis le juge. Et quand vous avez le sentiment que c'est mal parti, que sur la base du dossier, le juge avait plutôt envie de ne pas vous donner raison. Moi, j'ai un souvenir assez récent d'un procès pour des fraudes au crédit Covid avec un client qui est condamné en première instance à une peine de prison ferme. On fait appel dans l'espoir qu'il ait une peine avec sursis, donc ils ne doivent pas aller en prison devant le tribunal cantonal, avec les questions des juges, un peu le sentiment que c'est cuit, puis quand même, ben, j'y vais, je plaide, et puis j'explique qu'il est investi dans sa communauté, c'est l'entraîneur de l'équipe de foot, Ouais. etc. J'essaie de dire, mais il n'y a pas d'intérêt à le mettre en Prison. prison, et puis ça a marché, il a eu le sursis, puis là j'ai vraiment eu le sentiment que ça s'est joué en audience, et que À les la juges plaidoirie. Ouais. ont changé d'avis. Donc ça, c'est Ah, ok. extrêmement satisfaisant. Puis si on revient sur le début, de la vie professionnelle, peut-être que la plaidoirie, c'est l'occasion de montrer au client ben, que vous n'êtes pas si nul que ça malgré votre jeune âge, parce qu'il faut bien se rendre compte que le client qui vous voit arriver comme jeune stagiaire, des fois il est un peu déçu, Ouais, bien parce sûr. qu'il se dit ah, mais pourquoi c'est pas l'avocat que j'ai consulté, mais vous êtes qui? Parce que parfois vous faites sa connaissance juste avant ou pendant l'audience, et puis c'est en plaidant qu'il va se rendre compte ah ben finalement je suis bien défendu quand même. Ok, je comprends. Du coup, il y a un peu une double pression, une pression personnelle de bien Ouais. performer et aussi une pression du client et de sa vision en fait qui se fait. Ouais, c'est Ça, exactement c'est ça. intéressant. Et du coup, parlons un peu justement de cette relation avocat-client. Comme il me semble, du coup, c'est avocat généraliste, c'est bien ça? Ouais, Donc vous touchez à du pénal, du ouais, civil, un peu de tout. un peu de tout. Ou un peu de tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de défendre une personne dont vous savez pertinemment qu'elle était coupable? Alors, ça arrive souvent déjà Ok. parce que la personne, elle avoue que c'est elle qui a commis Mhm. le vol ou l'autre infraction, et votre rôle n'est donc pas d'essayer de convaincre les juges que c'est pas elle, que c'est pas la personne parce qu'elle a avoué. Donc là, il n'y a aucun problème éthique ou moral parce que vous êtes là pour dire voilà, cette personne a fait ça, Elle le elle sait. a admis les faits, elle doit être condamnée pour ce qu'elle a fait, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit passer sa vie en prison. Ok. Toute personne qui a commis une infraction ne mérite pas d'aller en prison, notamment si c'est sa première infraction. Donc votre rôle n'est pas d'obtenir l'acquittement de votre cliente ou de votre client, Une réduction. mais d'expliquer au juge que la condamnation doit être mesurée, doit être juste, mais ne doit pas être exagérément sévère. Donc là, on n'a pas de problème éthique. Puis après, la question qu'on nous pose tout le temps, c'est
mais comment vous faites pour défendre un coupable et dire qu'il est innocent? Justement. Alors ça, c'est rarissime en fait. Que le client vous dise oui, c'est moi qui l'ai fait, mais comme il n'y a pas de témoin, on va essayer de dire que c'est pas moi. Ça m'est jamais arrivé en fait. Ok. Ah. Je pense que j'ai parfois des clients qui m'ont menti, donc qui m'ont dit que c'était pas eux qui avaient commis l'infraction pour laquelle ils sont soupçonnés. C'est pas à moi de décider si c'est eux ou pas. Sur la base du dossier, si j'ai le sentiment qu'il n'y a pas assez d'éléments pour être intimement convaincu que la personne est coupable, j'ai aucun problème éthique à dire le doute doit profiter à l'accusé, le dossier ne permet pas d'être convaincu que c'est cette personne affirme que c'est pas elle, dans un bon état de droit, parce qu'il n'y a rien de pire que de condamner un innocent. En fait, entre deux mots, acquitter un coupable et condamner un innocent, l'état de droit doit toujours choisir l'option d'acquitter un coupable et de ne pas condamner un innocent. Donc, j'ai aucun problème à défendre ça. Maintenant, ça m'est arrivé quand même que la personne, j'ai par exemple en souvenir il y a longtemps, un couple qui arrive, et puis monsieur m'explique qu'il a commandé des DVD à l'étranger qui contenaient de la pornographie dure. Et puis il me dit, je me suis arrangé avec ma femme, on va dire que c'est elle, qui a commandé le DVD, comme ça moi, je ne vais pas être condamné, parce qu'en fait, moi j'aimerais bien entrer dans l'école de police, me dit-il. Bon, ben là, je n'ai pas pris le dossier. J'ai dit, mais vous me dites que c'est vous, puis vous me dites, mais on va mentir dès le début, et puis on va dire que c'est ma femme qui est d'accord. Je n'ai pas compris pourquoi elle était d'accord, mais elle m'a confirmé qu'elle était d'accord. Puis là, ben, c'est un dossier que je n'ai pas pris. Donc en fait, ce cliché que l'avocat ment, sait que son client est coupable, va tout faire pour dire qu'il est innocent, il est faux. Après, je vous dis pas que ça m'est jamais arrivé de penser que mon client qui était soupçonné d'avoir trafiqué, vendu 20 grammes de cocaïne, en ait vendu 40. J'ai pas tellement de problème à dire que sur la base du dossier, ben effectivement, il faut retenir 20. Et puis ça m'est arrivé aussi qu'une fois que le client condamné pour avoir trafiqué 20 grammes de cocaïne sort du procès tout content en me disant en fait c'est bien plus. Puis voilà, il est tout fier, il n'y a aucune raison d'être fier. Et puis moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir menti parce qu'il a attendu que ça soit fini pour me dire que c'était plus. Donc vraiment, je pense que l'avocat ne doit pas mentir, que l'avocat dont le client lui dit c'est moi, mais on dit que c'est pas moi, doit dire à son client ben, je m'arrête là, allez voir quelqu'un d'autre. Et puis le cliché est vraiment faux. On sait que le client est coupable et puis qu'on affirme qu'il est innocent. Ok. Donc pour un peu rebondir sur ma question, ça vous est donc déjà arrivé de refuser des affaires, refuser des clients par rapport à vos principes donc? Ouais, mais peu quand même. Peu, ouais. Parce que franchement, si vous décidez d'être avocat, au départ, il faut accepter de défendre tous les clients, toutes les infractions possibles, ce qui fait des fois pas plaisir, ce qui est des fois dur. Sinon, je pense qu'il ne faut pas faire ce métier. Vous pouvez pas, mais déjà éthiquement, vous ne pouvez pas dire non, mais moi je prends que certains clients puis pas d'autres, ça ne va pas, parce que si vous faites bien votre métier, il faut défendre tout le monde. Je pense que vous pouvez choisir de ne pas faire de droit pénal, par exemple, et puis comme ça vous dites non, moi je suis un avocat, si vous êtes dans une grosse étude spécialisée, vous faites que du droit commercial, et puis peut-être parce que vous ne voyez pas défendre des personnes qui ont commis des choses assez abominable. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut être d'accord de défendre tout le monde, mais pas n'importe comment. Okay, et puis, justement, s'arrêter si vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde que le client. Mais c'est parfois difficile. Et puis, parfois, il y a des périodes de votre vie où vous n'arrivez pas, en fait. Moi, je me souviens de la période de ma vie où je venais d'avoir des enfants, donc mes enfants venaient de naître. C'est une période où je n'aurais pas pu défendre un pédophile. Là, il y a vraiment quelque chose où c'est trop dur. Quoi. Ça, ouais. Et puis, mais sinon, ma foi, c'est quelqu'un qui a le droit et qui doit absolument être défendu. C'est ça l'état de droit. Hein? C'est que même le pire des salopards a le droit à être défendu. Puis c'est une chance d'être dans un état de droit. Donc je suis plutôt d'avis qu'on doit prendre tous les dossiers, mais pas les défendre n'importe comment.
Et en plus, parfois, vous êtes défenseur d'office. Ouais, c'est ça, on n'a C'est-à-dire plus le que choix. parfois, c'est l'État qui vous dit, ben voilà, c'est votre tour, on vous désigne comme défenseur d'office de monsieur ou madame X qui a fait les choses suivantes. Et puis si vous dites à ce moment-là, non, ça c'est des choses que je ne veux pas faire, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, quoi, parce que ça veut dire que ça tombe sur le suivant. Et puis il n'y a pas de raison que ça tombe sur le suivant. Moi j'ai le souvenir d'avoir parfois été en audience, puis comme par hasard j'avais un peu de fièvre, puis je me suis dit, mais je suis sûr que c'est parce que c'est un dossier spécialement difficile, que je sais que je vais arriver en audience, que tout le monde sera contre moi, parce que je défends un sale type, effectivement, et que parfois les gens ils ont tendance à confondre l'auteur des infractions et son avocat. Et puis, comme par hasard, le matin, je me sentais mal, et puis Ouais. on y va, et puis c'est une journée difficile, et puis ben, on fait son Faut métier. faire avec, quoi, c'est ça. Ouais, exactement. Non, mais c'est intéressant, c'est que aussi, comme vous avez dit, le fait que dès qu'il y a un doute, il vaut mieux acquitter une personne coupable que condamner un innocent. Et je trouve que c'est une bonne manière de voir la chose. Surtout Ça, que c'est là- fondamental. Ouais, c'est Ouais, fondamental, ouais. ok. Et du coup, pour me dire justement aussi sur le fait d'avoir la relation clientèle, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un client qui était très, je sais pas, très agressif ou genre très. Dont vous avez une mauvaise relation avec lui, Ouais. et après il vous dit, ok, je veux que vous fassiez ça, 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 vous avez quand même plus une liberté de choix. Ouais. Alors, Ou- il y a l'indépendance de l'avocat, hein. Ouais, Vous n'êtes pas l'esclave du client, vous n'êtes pas à ses ordres. Si vous avez l'impression qu'il veut vous faire prendre un chemin qui est mauvais pour lui, hein, mhm, c'est-à-dire que sa stratégie est mauvaise, vous devez lui dire. Et puis, ça m'est arrivé effectivement d'arrêter un dossier parce que le client était trop agressif. Je me souviens d'un client qui était soupçonné, déjà condamné pour trafic de drogue, et puis qui est arrivé probablement sous substance ah ouais, à mon étude, qui a commencé à crier, à m'insulter. bah ouais, Bon, ben, ça. c'est chaud, quoi. Ouais, ouais. Et puis j'ai dit ben, qu'il fallait qu'il parte, quoi, que sinon j'allais appeler la police parce que j'avais pas le choix. Je me souviens de ma secrétaire toute stressée Non, la pauvre. par les cris, et puis il est parti, puis là j'ai décidé d'arrêter de m'en occuper. Ouais. Je me souviens d'un client, c'est aussi des situations de stress qui était à Bellechasse, qui avait été condamné, que j'allais voir pour discuter de l'appel qu'on avait déposé. Et puis tout à coup, il a commencé à crier. Puis là, vous êtes dans une petite pièce en fait de visite. Et puis il a commencé à se lever. Puis effectivement, je ne savais pas s'il allait me sauter dessus. Et puis finalement, il a réussi à se calmer et tout ça. Donc il y a des. Je me souviens aussi d'une partie adverse qui, après une séance, on avait convenu avec le juge, mais sans le juge, d'aller dans la maison dans laquelle ma cliente devait récupérer des affaires. J'ai toujours pensé que cette partie adverse était sous cocaïne au moment du procès, puis qui est venue vraiment tout près de moi et qui a commencé à être à deux doigts de me sauter dessus. J'entends encore sa sœur dire touche-le pas, touche-le pas. Et puis voilà, bon. Donc il y a des moments Ok. qui sont chauds. Ouais, ouais. Du coup, il faut quand même un certain sang-froid, quand même, et un certain calme, quand même, dans ce genre Ouais, de je crois moment. qu'il Ouais, faut. bien sûr. Je crois que vraiment c'est un métier où il faut jamais paniquer. Ouais, ça, c'est sûr. En fait, vous paniquez, mais ça reste dedans. Intérieurement, ouais, c'est Ça ça. reste à l'intérieur, et notamment en audience. Vous posez une question à votre client, vous avez discuté avec lui, il doit vous répondre oui, et puis sous le stress, il vous répond non. Donc exactement Ouais. ce qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas que le juge et la partie adverse voient que intérieurement vous dites mais comment je vais gérer ce Ouais. non qui fout tout par terre donc on montre jamais qu'on panique. Donc on garde son sang-froid et il faut être capable de ça. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que vous aurez peut-être un conseil pour les futurs juristes du coup, qui nous regardent, de certaines compétences, peut-être de caractère aussi à avoir pour avoir ce sang-froid, etc. Alors, il y a peut-être un côté injuste parce que Mhm. peut-être qu'on l'a naturellement, peut-être qu'on a un certain flegme naturel, et puis ça veut dire que c'est plus facile, mais sinon il faut l'apprendre, quoi. Il faut vraiment apprendre à pas paniquer, ce qu'on appelle un peu la poker face, hein. Ouais, ouais. Donc il faut un petit peu l'avoir, et puis il faut aussi apprendre à avoir un peu le cuir épais, puisque l'idée d'un procès, si on va au procès, c'est qu'il y a forcément l'autre qui dit que vous avez tort. Donc en fait, vous faites un métier où on va continuellement vous dire que ce que vous dites, c'est faux. Et puis il y a des avocats parfois très agressifs qui disent vraiment vous n'avez rien compris, vous dites n'importe quoi.
et puis, il ne faut pas que ça vous touche trop, parce que sinon, c'est trop dur comme métier. Si à chaque audience où on vous dit que vous avez tort, vous vous sentez personnellement attaqué, ça ne va pas aller. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité de dissocier. Et puis, il y a des dossiers qui sont aussi durs émotionnellement, parce que moi, j'ai eu plusieurs dossiers avec des décès d'enfants dans un accident de voiture. Et donc, vous recevez... Puis, en tout cas, à mon époque, on n'était pas tellement formés pour ça. À l'Uni, de mon temps, on n'apprenait pas tellement à gérer ce type d'émotion. Donc, quand pour la première fois, vous recevez des parents qui ont perdu un enfant dans un accident de voiture un mois avant, c'est dur, quoi. Puis vous devez les aider, les accompagner durant tout ce processus judiciaire qui est parfois pas forcément tendre avec eux non plus. Mais il faut vraiment avoir cette capacité, sinon la vie d'avocat devient un enfer, de fermer la porte. C'est-à-dire que dans votre cerveau, mais aussi dans vos émotions, il faut être capable, le vendredi soir, quand vous partez en week-end, de fermer la porte et de vous dire, bon, je laisse tout ça, toutes ces émotions, toutes ces tensions, je les laisse au bureau, je passe un bon week-end et puis je rouvre la porte le lundi. Ouais, bah oui. Alors, donner des conseils, moi je trouve que ce n'est pas évident parce que chacun doit faire son chemin, chacun doit trouver lui-même ses outils. Et puis, si c'est trop dur, on peut essayer de faire ce métier. Et puis, si c'est trop dur, on change. Il n'y a pas de problème de changer de voie. Donc, il faut trouver ça en soi. C'est mon sentiment. Ouais, ok, je comprends, bien sûr. Ouais. Et aussi, justement, comme vous avez dit avant, que le métier d'avocat, c'est une grosse partie justement bureaucratique, mais aussi une partie 40% à peu près plaidoirie. Comme là, actuellement à l'université, je suis en droit aussi, on n'a pas trop de cours justement de plaidoirie, d'élocution, etc. Donc, comment est-ce que vous conseillerez les jeunes pour se préparer à ça, pour se préparer à parler devant des fois des centaines de personnes, de pouvoir bien s'exprimer et d'une manière pertinente aussi? C'est dur aussi, je trouve, de donner un conseil parce qu'il y a 1000 méthodes qui sont justes en fait. Et puis moi, je me souviens d'excellents plaideurs quand j'étais en stage, et puis je leur avais demandé ou je m'étais renseigné, mais ils font comment? Et puis il y en a un qui me dit, moi, je travaille avec des mots-clés. J'écris pas entièrement ma plaidoirie parce qu'après, j'estime qu'elle n'est pas assez vivante. Je me souviens, j'ai eu la chance de participer à un procès qui se tenait à Monaco sur toute une semaine. Et puis, parmi les avocats, il y avait l'avocat genevois Marc Bonan. Parmi les avocats, il y avait l'avocat français Kijman, qui était un ancien ministre de Mitterrand. Les deux défendaient la même personne. Et puis, c'était assez passionnant de les regarder travailler parce que Marc Bonan avait des feuilles pliées comme ça. Et puis, sur la feuille, il y avait quelques mots-clés. Et puis, à l'intérieur de cette double feuille, il y avait les pièces du dossier qu'il allait utiliser avec ces mots-clés. Et puis, une feuille pliée, elle faisait peut-être 30 minutes. Et puis, c'était parti. Avec ça, il plaidait pendant 30 minutes. Il n'avait pas écrit sa plaidoirie. Il n'y avait aucune faute. C'était très, très impressionnant. Puis, il prenait la pièce numéro 12 pour citer une audition de témoin. Et puis, ça pourrait durer 2 heures. C'était sa méthode. Et puis après, Georges Kijman, avocat français, ancien ministre du gouvernement Mitterrand à l'époque, très bon plaideur aussi, totalement différent. Tout était écrit. Et puis, mais il ne donnait pas l'impression de lire. Donc c'est très dur de donner un conseil. Moi, j'ai mon associé qui a tendance à plaider dans son bureau. Okay. Tout à coup, il ferme la porte et puis je l'entends plaider parce qu'il a un procès le lendemain ou le surlendemain. Donc vraiment, il plaide. Et puis moi, j'arrive pas, je plaide qu'une fois, c'est au tribunal. J'arrive pas à plaider, à plaider à blanc comme ça. Et puis j'ai tendance aussi à plutôt mettre des mots-clés et puis à dire, on y va. Alors le risque de ça, c'est des fois de trop s'éloigner en fait de ses notes et puis de partir sur un truc qu'on n'avait pas prévu, puis après on dit peut-être c'était pas forcément super utile, mais du coup c'est très vivant. Le risque, c'est des fois on s'assied puis on se dit oups, on a oublié un truc important, alors après on peut le redire dans la réplique. Donc je pense pas qu'il y a de conseils comment bien faire, il y a peut-être des conseils comment ne pas mal faire. Okay, il faut vraiment pas lire, quoi. Il faut vraiment pas lire d'une façon monotone.
il ne faut pas répéter ce qu'on a mis dans les mémoires, il faut essayer de rendre le truc vivant. Si c'est une audience qui n'a rien de dramatique, pourquoi pas faire rire, hein, si on a la capacité pour attirer l'attention, pourquoi pas prendre des exemples. Vous pouvez hausser le ton, hein, vous pouvez, à mon avis, rester quand même assez terre à terre, quoi. Il faut convaincre, donc rester simple. Ça, je crois que c'est vraiment une clé, que ce soit dans la plaidoirie ou dans les mémoires, il faut rester simple. Donc, pas faire des phrases de 12 lignes, faire des phrases relativement courtes, et puis plus c'est simple, mieux ça va passer. Mais vraiment, chacun doit trouver sa façon de faire. Et puis peut-être qu'au début, vous plaidez moins bien, et puis il y a des journées où vous êtes moins en forme. Moi, je m'assieds après une plaidoirie, puis des fois, je dis bof. J'aurais pu mieux faire, quoi. Et puis des fois je m'assieds puis je suis tout content parce que ça s'est vraiment bien passé comme je l'espérais. Mais donc il faut être différent que ce que vous avez écrit, parce que si c'est répété ça sert à rien. Et puis pas être trop long, ça c'est sûr, il ne faut pas être trop long parce que la capacité d'écoute de l'autre elle est limitée. Donc aller à l'essentiel de façon la plus claire possible, la plus logique possible. Ok, ouais, du coup, pour résumer, être simple, concret, authentique aussi un peu, et pas hyperbolisé, surenchérir, c'est à rester simple et concret pour les juges, pour que ça ils comprennent. Exact, ouais, c'est tout à fait ça. C'est intéressant. Et donc, comme du coup, vous avez fondé votre étude du coup en 2003, c'est bien ça, j'imagine que vous avez reçu pas mal de candidatures d'étudiants qui voulaient postuler pour un stage. Quand vous recevez une candidature pour un stage, qu'est-ce qui se démarque? Est-ce que c'est les notes? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que peut-être c'est la lettre de motivation? Comment est-ce que vous jugez qu'un candidat est bon ou plutôt moins bon? Ouais, je trouve difficile ça aussi comme question. Puis moi, je suis pas forcément très bon pour ça parce que j'accorde beaucoup d'importance un peu au feeling. Donc, ce que je regarde quand même dans le dossier que je reçois, c'est les notes finalement, malgré tout. Hein, quelqu'un qui a fait dans tous les domaines variés des bonnes notes, je me dis, bon, c'est un bon signe. Il faut vraiment pas que votre lettre de motivation d'une page, elle ait 4 fautes d'orthographe, quoi. C'est pas, moi, je suis pas très bon en orthographe, hein, mais c'est le signe que vous n'avez pas fait ça assez sérieusement, parce que c'est pas interdit de faire relire votre lettre de motivation par un copain, un autre, pour être sûr que ce soit juste. Donc ça donne un aspect un peu négligé qui est pas terrible. Et puis après, c'est aussi le hasard, si vous voulez, parce que moi, par exemple, j'ai ma fille qui a fait de la natation de compétition. Et puis du coup, quand je vois un CV, puis que je vois que la personne, elle a fait aussi de la natation, ça réveille quelque chose en moi. Donc ça, c'est du pur hasard, si vous voulez. Et puis après, donc il y a l'interview, et moi, j'ai aucune idée des questions posées en interview. Je ne supporte pas cette idée de demander les 3 principales qualités, les 3 principaux défauts, parce que les gens, ils ont préparé ça, puis c'est toujours les mêmes réponses. Donc, c'est vraiment du feeling, quoi. Et puis vraiment, ce qui est intéressant en interview, c'est qu'il y a un tel décalage. Vous, tout à coup, il y a par exemple votre secrétaire qui vous dit « Ah, il y a l'étudiant qui est là », puis vous aviez presque oublié que la personne venait parce que vous êtes en plein stress et tout. Puis c'est un moment dont vous vous réjouissez, qui n'est pas du tout stressant. Puis en face de vous, il y a quelqu'un qui est hyper stressé, qui est impressionné d'aller dans une étude d'avocat, qui a vraiment envie de faire le stage chez vous. Donc il faut être bien conscient de ce décalage. Mais après, c'est vraiment, pour moi, plus une question de feeling qu'autre chose. Donc le conseil, c'est vraiment relisez bien ce que vous envoyez. Et puis, quand vous venez en interview, soyez le plus authentique possible, quoi. Évidemment qu'on joue un rôle, quoi. On montre le meilleur côté de soi-même, c'est une évidence, puis c'est juste, mais soyez pas trop différent de ce que vous serez après pendant le stage. Donc, essayez d'être le plus authentique possible. Ok, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a certaines matières que vous valorisez plus que d'autres, ou c'est une vue d'ensemble par rapport aux notes, par exemple? Non, moi je dois dire que quand j'examine le CV, je regarde le droit des obligations puisque c'est ce que j'enseigne, ça m'intéresse, mais sinon franchement pas, quoi. Et puis c'est pas parce qu'il y a tout à coup une mauvaise note, même dans un domaine important, que ça disqualifie, parce qu'on peut tout à fait avoir une mauvaise journée. Donc voilà, les notes jouent un rôle. Celui qui a que des 4, bon, peut-être c'est plus compliqué à trouver, mais il trouve, hein.
Ils trouvent, moi j'ai des copains qui n'avaient pas des très bonnes notes, qui ont trouvé un stage et puis qui font des magnifiques carrières, hein. Ouais, bien sûr. Donc, puis moi je suis généraliste, donc il n'y a pas de sélection vraiment Mhm. des domaines. Ça va peut-être changer un petit peu parce que le généraliste, il est en train de disparaître quand même. Bien sûr. De plus en plus, les gens doivent se spécialiser. Les études, il y en a déjà sur Fribourg, hein. Les études probablement d'avenir, c'est les études dans lesquelles il y a un spécialiste de droit des successions, un spécialiste droit de la construction, un spécialiste droit pénal. Et moi, je suis encore la génération qui fait un peu de tout. Un peu de tout, ouais. Ok. Et donc, pour revenir un peu au côté plus anecdotique, etc., est-ce qu'il y a vraiment une histoire ou une expérience qui vous a marqué justement dans vos carrières de juriste? Alors, il y a peut-être deux choses ou plus, quoi, mais le premier client, comme avocat stagiaire, ça je l'oublierai jamais. C'était le deuxième jour, le mardi, mon maître de stage dit: ah, j'ai pas le temps de recevoir, c'est un agriculteur, il faut le recevoir à 10 heures. Bon, je le reçois, il s'assied en face de moi. Il était un peu énervé, puis il me parle de contingentement laitier. J'avais jamais entendu parler de contingentement laitier durant toutes mes études. Et puis il m'explique que c'est pas normal, qu'il a tant de vaches, qu'il a tant de mètres carrés, que son voisin agriculteur qui a moins de vaches a plus de contingentement laitier. Pendant 1 heure, j'ai absolument rien compris. Et puis c'est le deuxième jour de stage, et puis vous avez le sentiment que ça va tout le temps être comme ça. Et une fois de plus, alors vous paniquez vraiment, mais vous ne le montrez pas. Puis il vous dit qu'est-ce que vous pensez, puis vous répondez sans répondre parce que vous pensez juste que vous n'avez rien compris. Et puis vous dites, mais il faut que j'arrête, quoi. Il faut que je change de métier, je ne vais jamais rien comprendre. Et puis après, vous dites à votre maître de stage, mais j'ai rien compris. Puis il rigole, puis vous dites, mais c'est pas grave, quoi. Puis là, vous comprenez que toute votre vie, d'avocat, hein, on va vous raconter des trucs que vous avez jamais connus, jamais vus, et puis que vous devrez après faire les recherches. Et puis c'est quoi un contingentement laitier? Puis vous comprenez ce que c'est. Puis c'est attribué par quelle autorité fédérale, vous comprenez ce que c'est. Et puis c'est en fonction du nombre de vaches ou c'est en fonction des mètres carrés. Donc c'est vraiment un métier où tout le temps, encore maintenant à 55 ans, vous commencez certains trucs comme si vous ne l'aviez jamais. Donc ça, j'oublierai jamais parce que c'était vraiment deuxième jour de stage et puis une panique complète. Autre gros moment de stress pendant mon stage, c'était un gros dossier qu'avait mon maître de stage, qui avait défendu quelqu'un qui avait fait vraiment beaucoup de dessous de table. Le dessous de table, c'est acheter un terrain ou un immeuble officiellement 500 000 francs alors qu'on l'achète 800 000 francs. Mais on ment au notaire. Puis évidemment, c'est une infraction. Et puis cette personne en avait fait vraiment sa spécialité et donc était renvoyé devant le tribunal pour beaucoup de dessous de table. Il risquait plusieurs années de prison. Moi, j'avais fait pas mal de recherches pour ce dossier-là. Puis mon maître de stage m'a dit, bon, ben, semaine prochaine, c'est toute la semaine le procès. Venez avec moi, comme vous avez fait des recherches, mais je ne devais rien faire, si ce n'est l'accompagner, porter une partie des dossiers, lui tenir compagnie à midi, puis donner un peu mon avis. Donc les 4 premiers jours du procès se déroulent bien, plein de questions et tout. Et puis, dernier jour, c'était réquisitoire de la procureure le matin, et puis plaidoirie de mon maître de stage l'après-midi, qui était un excellent plaideur. J'arrive le matin à l'étude, je me réjouissais de cette journée. Moi, j'allais rien faire ce que je sais très bien faire, et puis écouter la procureure, puis écouter mon maître de stage. Puis j'arrive le matin, je me vois encore entrer dans le bureau de mon maître de stage, puis il me dit « Ah, j'ai bien réfléchi, comme c'est vous qui avez fait les recherches sur la question de la prescription, je vous laisse plaider ça. » Ah ouais. Et là, vraiment, j'ai vraiment de nouveau les gouttes d'eau sous les... Puis il me dit, mais ça va aller, parce qu'il a bien vu que j'ai peut-être changé de couleur. Puis je dis, ben, j'espère que ça va aller. Mais ça veut dire que vraiment immense stress, parce que le jour même, je devais faire une plaidoirie que je n'avais pas du tout préparée, dans une salle pleine à craquer, plein de journalistes. Je me vois encore arriver en audience, c'était à Estavayer. Et mon associé, futur associé, qui était venu voir, puis qui me dit, mais qu'est-ce que t'as, t'es tout blanc. Je dis, ouais. Et puis en fait, ça s'est bien passé, quoi. Ouais. Mais voilà, ça c'était un gros stress. Beaucoup de stress là, ouais. Et puis peut-être le client qui m'a le plus marqué, là j'étais déjà avocat. Un jour, je suis appelé par la police pour intervenir. J'étais avocat de permanence. Vous savez que la personne a le droit à être assistée d'un avocat dès sa première audition par la police, ce qui est quelque chose qui n'a pas toujours existé. Et à Fribourg, on est de permanence pendant 48 heures. Donc pendant 48 heures, vous pouvez être appelé
à tout moment, puis vous devez aller au poste de police. Donc je vais au poste de police, c'était vers minuit, et puis la police m'explique, voilà, c'est 2 personnes qui ont braqué une banque, celui qui sera votre client, en tout cas pour cette audition, parce que peut-être qu'il changera d'avocat après, il est fâché de s'être fait attraper, il est nerveux. Donc on vous propose d'aller dans la salle, discuter avec lui, puis s'il vous agresse, ben, on intervient, parce qu'on vous filme, on ne vous enregistre pas, puis donc déjà du stress, et puis, mais il ne veut pas dire d'où il vient, il ne veut pas dire qui il est. Bon, j'entre dans la salle, je discute avec lui, j'entends tout de suite à son accent qui vient du sud de la France, puis je dis, mais vous voulez me dire ce que vous avez fait? Non. Vous voulez que je vous explique ce qui s'est passé? Non, vous ne fatiguez pas, je connais la musique, il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, 55 ans, et puis je dis, mais il faut quand même qu'on discute. Bon, je n'ai pas tellement envie de discuter, puis il avait un t-shirt coq sportif, puis je me dis, bon, il est français, puis je dis, mais il faut que je trouve une idée. Puis je dis, vous vous souvenez de la demi-finale de la Coupe du Monde 82, France-Allemagne? Il s'est réveillé. Il a les yeux qui brillent, il me regarde, puis il dit, ah. Puis on a discuté de football pendant une demi-heure. Et puis on a créé un lien comme ça, ce qui fait qu'il m'a gardé après comme avocat, alors que l'autre a tout de suite changé pour prendre une star du barreau genevois. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué parce qu'il est 55 ans, plus de la moitié de sa vie en prison. Donc, il n'est pas né avec les bonnes cartes, il n'a pas fait les bons choix. Il m'a raconté ce que c'était les prisons en France dans les années 70-80. Il m'a raconté certaines brutalités policières dans les années 70-80 avant qu'il y ait les avocats. Donc, vraiment quelqu'un d'intéressant. On a été en jugement, il n'a fait aucune concession. Quand le juge lui a dit, mais dès que vous sortez de prison, vous commettez un braquage, qu'est-ce qui me garantit que cette fois, en sortant de prison, vous n'allez rien faire? Mon client, il se lève, il dit rien, puis il se rassied. Wow. Et puis, condamné à 7 ans de prison, puis voilà, vraiment un truc passionnant. Puis je ne pensais plus jamais avoir de contact avec lui. Puis 6 mois plus tard, il m'appelle, puis il me dit, j'aimerais bien qu'on se revoie, parce que j'aimerais discuter une dernière fois avec vous, parce que je vais bientôt mourir. Il venait d'apprendre qu'il était gravement malade, puis alors, j'ai été le voir au HUG, c'est-à-dire à Genève, au sous-sol, il y a un étage sécurisé. Et puis on a eu cette dernière discussion de quelqu'un qui allait mourir très prochainement. Puis on a rediscuté de ses souvenirs et tout ça. Donc voilà quelqu'un qui m'a marqué dans ma vie professionnelle. Ah, c'est assez émotionnel en vrai. Parce que vous avez aussi créé un lien justement humainement avec la personne aussi. Pas seulement avocat-client, mais là il vous a carrément appelé. Le vrai gangster à l'ancienne, c'est-à-dire comme dans les vieux films avec un code d'honneur, et puis qui avait vraiment, sans exagérer, sur 50-50 vies, passé 25 ans derrière les barreaux. Une vie très très typique. C'était assez intense, je ne m'attendais pas à ça. Ok, parfait. Et peut-être est-ce que vous aurez, juste avant de finir le podcast, un dernier petit conseil aux étudiants fribourgeois qui ratent ce podcast pour la suite de leurs études? Je sais qu'il y a beaucoup de stress actuellement dans le monde juridique avec trouver des stages d'avocature, etc. Est-ce que vous avez peut-être un conseil pour eux dans leur carrière? Bon, déjà, je leur dis bravo d'avoir choisi la meilleure université de Suisse. Puis, ça, c'est important de le dire. Ensuite, je leur dis d'avoir confiance. Même si le métier va changer alors de façon fondamentale, ça c'est une certitude. Avec l'intelligence artificielle, tout va changer, mais il y aura toujours de la place pour des bons juristes. C'est vraiment un rôle dont on ne peut pas se passer, nulle part, ni dans la justice, ni dans l'administration, ni dans les banques, ni dans les assurances. Et l'intelligence artificielle ne va pas remplacer tous les êtres humains. Donc, travaillez consciencieusement, ayez confiance, faites plein d'autres choses aussi, parce que personne, on le sait bien, repasse par sa jeunesse. Et puis, soyez bienveillants les uns avec les autres, parce que la seule chose qui va sauver le monde, c'est l'amour. Et donc, ayez confiance en l'avenir, et puis vous trouverez votre voie. Parfait, je pense que c'est une très bonne note pour finir. Merci en tout cas, Maître Lebas, Merci pour ce moment partagé. C'était un grand plaisir.